bienvenue à tous et merci de votre présence. Nous en sommes très très honorés. Alors évidemment, cette journée, on l'a bâtie depuis plusieurs mois à toute vitesse aussi, à la vitesse de la supply chain avec nos partenaires de l'association Supply Chain Plus, qui regroupe des grands directeurs supply chain au niveau national, et puis avec donc Thierry Jouen qui est à l'initiative d'un certain nombre de choses, et vous verrez tout à l'heure un label qui fait rêver, qui s'appelle le label Supply Chain Plus, que vous découvrirez et qui est caché derrière. Voilà, Euralogistique, c'est un centre d'ingénierie et de compétences sur la logistique de supply chain en région de France, avec derrière la Chambre de commerce, avec le soutien du Conseil régional, et je salue les personnes du Conseil régional qui sont ici présentes, également de l'État et de la région. Alors simplement vous dire qu'aujourd'hui, on est content d'essayer d'ouvrir finalement la boîte noire du supply chain management. Voilà, on va parler de taux de service, évidemment. On va parler de profitabilité de l'entreprise. On va parler aussi de moins de silos, d'une espèce d'harmonie des flux qui apporte cette discipline. On va se dire aussi, et on est un certain nombre convaincus de l'essentiel, du caractère essentiel du supply chain management pour l'appareil de production, et surtout dans une période un peu compliquée. On va aussi voilà, essayer de rendre les choses simples, parce que quand elles sont bien expliquées, elles sont mieux comprises et mieux appliquées. Et enfin, voilà, on va pouvoir parler de cette belle histoire de Supply Chain Plus, et on va passer simplement un moment pro ensemble à côté de notre campus d'excellence. Et on est très honoré aussi de nos présidents qui sont venus nous dire un petit mot juste avant d'aller dans d'autres réunions. Mais voilà, je pense qu'on va parler aussi de Green Supply Chain. Alors, on devait avoir avec nous quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Julien Dartout, qui est l'animateur de Déméter. Ce matin, 2h du matin, il m'a envoyé un petit texto en disant qu'il était souffrant malade depuis Paris. Donc, je vais essayer au pied levé, non pas de le remplacer, mais de donner le ton. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis directeur général des ports de Lille depuis 2013. J'ai une carrière en deux phases, une carrière industrielle jusqu'en 2000 et puis portuaire en Belgique pendant 13 ans et puis pendant 8 ici sur l'île. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. Bonjour à tous. Donc David Bray, président de la société Transport Bray, société de transport régionale de 200 collaborateurs. On transporte tous vos produits du quotidien avec des poids lourds que vous croisez sur la route que vous avez empruntée pour venir ici, voilà, tout simplement. Bonjour, David Sanzofrutos, je suis le directeur logistique du groupe Aoste. Donc le groupe Aoste, c'est les marques Aoste, Justin Bridou, Cochaudou essentiellement. Je suis heureux d'être là, dans cette région, dans cette belle région. On a pu découvrir avec Laurent Després hier le pouvoir que peut avoir la logistique dans cette région. C'est très important, et je suis là pour témoigner des actions qu'on a pu faire sur la Green Supply Chain et surtout sur l'esprit collaboratif que l'on doit avoir pour la développer. Alors Laurent, est-ce que vous voulez qu'on commence immédiatement par l'aspect RSE, qui est une des préoccupations du gouvernement, j'allais dire une préoccupation aussi, on l'a entendu, forte de la région. Pour reprendre les mots de Frédéric Motte, il y a urgence. Là-haut, ça chauffe. Oui, et puis la supply chain doit justement s'en préoccuper et puis vraiment prendre sa part. Alors, simplement se dire en matière de constat, d'enjeu, voilà, sans doute est-il temps, même si on a fait des choses, de vraiment passer du dire au faire. Actuellement, certains disent, voilà, l'empreinte carbone de la logistique, de la supply chain, alors c'est variable, on est pour certains à 30, 35. Pour France Supply Chain, c'est même parfois un impact qui peut aller jusqu'à 70% si on prend tout en cause. En tout cas, et on en parlait encore hier soir à table, on fait notre métier, mais on voit beaucoup de circuits aberrants. C'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est encore plus criant. Évidemment, et le professeur Montreuil le dit depuis des années, on transporte beaucoup trop d'air, d'emballage, énormément de retours. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en 2 ans, les retours aux États-Unis sont passés de 8% à 16%, un doublement. Voilà, l'e-commerce le permet. Voilà, on l'utilise à plein. Les chaînes de logistique subissent, et on le sait, un tempo insoutenable. Alors, est-ce qu'on est client ?
Et là, à ce moment-là, on veut aller vite. Est-ce qu'on est citoyen? On se dit ralentissons un peu et on en parlera avec le groupe AOST. Donc voilà, un tempo insoutenable. Parfois, la variable d'ajustement, malheureusement, c'est les ressources humaines. En ville, on sait tous, il y a toute la dynamique de la logistique en ville, la logistique urbaine. Alors là, c'est un chantier immense. Pour l'instant, on a vu des réalisations d'espaces logistiques urbains. Nous pensons notamment avec certaines structures avec lesquelles nous travaillons, comme le CEA Tech ou Cap Digital, qu'il faut avoir une réflexion sans doute plus mathématique autour de la logistique en ville pour déterminer des hubs et un schéma plus opérationnel. Et puis voilà, moi c'est ma conviction, et je trouve, et avant de vous parler d'autres éléments de contexte qui sont importants, je vous parlerai de taxonomie parce que ça c'est pas neutre, que la notion de green logistique, et on est amené à travailler avec beaucoup de sociétés, elle est quand même malheureusement aujourd'hui, et ça ne va plus être possible, trop survolée par les entreprises. On peut être à un moment donné, à certains endroits, dans ce qu'on appelle un greenwashing, et certaines causes sont partiellement traitées. Et donc, voilà, il va y avoir inévitablement des choses qui vont changer. Alors, vous avez bien sûr vu le fameux référentiel RSE qui est sorti, le petit bouquin ou le grand bouquin de 60-70 pages qui est sorti, je pense, il y a 2 ans. Et donc, Déméter y a beaucoup travaillé, et qui est sorti grâce au ministère de la Transition écologique. Alors là, on fixait des directions, mais l'idée, c'est aussi de trouver des solutions. Alors, vous parlez aussi, alors c'est un peu barbant, si je puis dire, mais si on se le met pas en tête, on passe à côté de la plaque. Parlons des contraintes réglementaires. Quand on les met bout à bout, les lois qui sont sorties récemment, plus les récentes, eh ben on a maintenant un canevas de travail qui est très très étroit. Prenez par exemple l'European New Green Deal. Ça, c'est l'Europe qui a fixé que voilà, il fallait devenir climatiquement neutre dans les années qui viennent. L'accord de Paris, on en a tous entendu parler, voilà, maintenir une température mondiale avec une augmentation inférieure à 2 degrés. Évidemment, depuis, il y a eu les rapports du GIEC, mais en tout cas, c'est passé dans les perspectives. On peut y ajouter la loi énergie-climat, neutralité carbone en France en 2050. Et c'est pas tout. La loi Elan, là cette fois-ci, c'est les bâtiments tertiaires. Les bâtiments logistiques sont des bâtiments tertiaires. Qu'est-ce qu'on demande là? Voilà, des consommations énergétiques qui soient bien réduites d'ici 2050. Bon, ça s'ajoute. Et si c'était pas le tout, il y a encore d'autres choses. Là récemment, alors, peu de personnes l'ont sans doute intégré complètement dans le plan de développement, mais le zéro artificialisation des sols, ça, c'est quelque chose dans le domaine de nos métiers. Si on ne le regarde pas, on passe à côté de quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand maintenant on va construire, on va vouloir étendre éventuellement son bâtiment et qu'on est sur des terrains agricoles, ça ne va plus être possible. Parce qu'il va falloir compenser. Voilà, donc ça, zéro artificialisation des sols, c'est un peu la fin des entrepôts Greenfield d'autrefois. Ça veut dire trouver des friches, mais ça veut aussi dire envisager, à un moment donné, de compenser. Compenser, ça a un coût. Et alors, là, il y a un terme. J'imagine dans la salle, certains le connaissent, mais si on ne s'y intéresse pas, encore une fois, on passe à côté d'un trend monumental. C'est ce qu'on appelle la taxonomie européenne. Voilà. Alors là, c'est le gros morceau. C'est-à-dire que c'est l'espèce de KPI supply chain taxonomique qu'il va falloir atteindre. En tout cas, moi, je le pressens comme ça. Alors, c'est un terme barbare, mais quand on le décortique, c'est autre chose. Qu'est-ce qui se passe? On raisonne aujourd'hui beaucoup sur l'empreinte carbone. Voilà, l'empreinte carbone, moins l'empreinte carbone, la neutralité, c'est un Graal. Mais la taxonomie, c'est autre chose. Ça a été bigrement bien construit, parce que derrière, c'est un levier terrible qui va jusqu'au système bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus simplement l'empreinte carbone. Il va falloir regarder, et très rapidement, déjà voir si son activité, elle est dans la taxonomie. Alors, il se trouve que le transport et l'industrie y est tout de suite. Et puis, deuxièmement, c'est une espèce de système métrique qui a été mis en place par l'Europe. Et là, pour par exemple avoir des taux intéressants bancaires dans les années qui viennent, il va falloir non seulement regarder le CO2, mais aussi si votre entreprise, votre activité est négative par rapport au changement climatique, les particules fines, l'épuisement des ressources, et ce n'est pas le tout, les autres impacts qu'ils ont listés, la toxicité humaine, ça fait partie aussi de la taxonomie. L'eutrophisation du milieu, pour ceux qui savent, c'est voilà, les cours d'eau et trop d'algues.
Par exemple, la formation d'ozone, la production des déchets, l'ionisation, radiation, l'artificialisation des sols, on en parlait tout à l'heure, pour les contraintes françaises, et puis aussi les externalités négatives. Autant dire que c'est un faisceau juste colossal, et que si votre entreprise dans les années qui viennent ne se préoccupe pas de ça, elle va être moins bien cotée financièrement. Les banques elles-mêmes vont devoir appliquer ces choses-là, parce que bien sûr les banques centrales auront un impact. Et puis je ne vous parle pas aussi de l'image. Quand on parle de marque employeur, si jamais vous êtes comme ça du mauvais côté de la taxonomie, bah, ça va être compliqué. Donc ça, c'est tout un ensemble. Alors ensuite, quand on a dit ça, c'est bien, le cadre, mais parlons de solutions et parlons de solutions vite. Alors je vais vous les lister parce que nos interlocuteurs sont là pour y répondre. Alors, des solutions, il y en a plein. Ce que l'on veut en région de France, c'est que ça devienne un vrai facteur de différenciation. Donc, la comodalité, la multimodalité, et Alain en parlera. La détente des flux, un sujet très intéressant, et on en parlait hier avec David Sande Frutos. Les mutualisations, un entrepôt qui soit plus acceptable, peut-être producteur d'énergie demain. En tout cas, très très utilisé, au maximum utilisé, même frugal. Et puis enfin, la formation des hommes, sans oublier les emballages, les moyens de transport, les carburants, et David Bray connaît ça par cœur. Et puis au final, quand même, les organisations, et on sait tous, hein, l'organisation, c'est quand même le terreau de la frugalité. Je parlerai d'autre chose, le cas échéant, tout à l'heure, mais c'était pour planter le décor à la place de notre ami Monsieur Dartout. Vous faites partie de ces professions qui sont montrées du doigt. Le transport. Alors effectivement, les transporteurs sont souvent décriés, et je ne vais pas parler de ça, parce que je vais essayer de vous amener un témoignage qui va vous montrer qu'on est à la pointe de ce que Laurent a dit, de la RSE, de la green logistique. Et j'avais préparé quelques arguments justement pour parler RSE, mais l'argument principal qui nous concerne tous, après ce que Laurent nous a dit, j'avais pas une liste aussi longue de ce qui allait nous être demandé. Je pensais déjà que l'arrêt du diesel d'ici 5 à 10 ans, c'était un beau challenge. Mais déjà, ce qui doit tous nous motiver à investir dans la RSE, je pense que c'est anticiper les changements réglementaires qui sont juste colossaux, effectivement. Et j'ai une réunion pour illustrer tes propos il y a une semaine avec une de mes principales banques qui va nous proposer des financements à taux bonifiés parce que nous sommes une société qui investit beaucoup dans la RSE. Pour anticiper, parce que rapidement, ça ne sera plus des taux bonifiés, ça va être des taux majorés pour les sociétés qui ne vont pas investir dans la RSE. Sinon, moi, 3 arguments. Pourquoi on investit en tant que transporteur dans la RSE? On pourrait continuer à faire notre job. En ce moment, il y a pénurie de camions, je pense que vous le savez tous. On a pénurie de conducteurs. Pour acheter un camion, il y a à peu près 1 an de délai. On n'a pas beaucoup de visibilité. On ne sait pas quel sera l'avenir du côté des énergies. Vous avez parlé du gaz. Aujourd'hui, moi, j'ai 10% de ma flotte au gaz. J'en aurai 100%, je ne serai plus là. C'est malheureux, mais c'est une réalité. On doit se diversifier. Mais la RSE, pourquoi? Pour moi, il y a 3 arguments majeurs. Le premier argument, ça doit être une conviction personnelle du chef d'entreprise, du manager, et ça permet à l'entreprise de rayonner. Rayonner, ben c'est quand même important. Une entreprise n'est pas que là pour produire un service. Si l'entreprise peut avoir un impact sur son territoire, un impact social, ça va avoir un attrait sur le deuxième argument qui est l'attractivité. On parle tous de pénurie de main-d'œuvre. Dans ma profession, il y a un manque, je crois, je ne sais pas le dernier chiffre de cette année, mais l'année dernière, on était à 40 000 conducteurs. Vous allez me dire 40 000, c'est énorme. Bon, ce n'est pas tant que ça au niveau de la France, c'est un stade Bollard quasiment. Et il y a surtout en France bien plus que 40 000 sociétés de transport. Donc si chaque société formait un jeune, le problème serait rapidement réglé. Ce qui est important par contre, c'est d'avoir la meilleure politique d'attractivité. Et Laurent m'a demandé de donner des idées de labels. Vous avez un label qui s'appelle Ambassadeur de l'emploi, du transport. C'est très connu chez les transporteurs, mais aussi de la logistique. C'est l'AFT qui diffuse ce label, c'est totalement gratuit. Et ça permet de mettre en place dans votre entreprise des opérations qui vont vous permettre de renforcer l'attractivité de votre boîte, de vos métiers, et de la faire connaître autour de vous. Et ça fonctionne. Ça, c'est le premier point. Et le dernier argument, pourquoi la RSE? La RSE, ça permet tout simplement, et moi dans ma boîte,
on le répète quasiment à chaque CODIR, à chaque réunion de CSE, à chaque réunion avec les salariés, ça permet d'être performant. C'est pas plus compliqué. Et aujourd'hui, je pense que si vous êtes tous là, c'est que vous avez envie d'être performant et surtout encore plus performant à l'avenir, compte tenu des challenges qui sont devant nous. Alors après, je peux aller dans le détail, mais je pense qu'on a déjà bien parlé du sujet. Comment vous organisez-vous chez vous? Vous êtes plutôt proactif que réactif aussi dans votre entreprise? Oui, on est assez proactif, mais ça fait partie d'un groupe d'entreprises aussi qui avait une volonté de comprendre la RSE. On est tous conscients des enjeux qu'il y a, mais pour pouvoir y arriver et avoir du résultat, il faut travailler en amont. Parce que oui, on peut demander à nos partenaires de rouler avec du carburant alternatif, on peut leur demander de faire des choses à côté, mais si nous, on n'essaye pas de simplifier nos flux, on n'y arrivera pas. Il y a quelques années, on a entamé un dossier en région Rhône-Alpes, bon, désolé, on a commencé là-bas, sur la détente des flux. Donc il y avait la société Monduel, la société du Stucru qui a été très active, et la CARSAT Rhône-Alpes qui a été aussi très active sur ce sujet-là. Ça nous a permis de réunir tous les acteurs de la chaîne logistique, c'est-à-dire de partir du chargeur au transporteur, au logisticien, la plateforme de la grande distribution jusqu'au magasin. En comprenant bien les enjeux de chacun, on s'est dit comment on peut simplifier nos flux. Donc simplifier nos flux, en premier lieu, c'est d'étendre nos flux. Si on détend nos flux, on arrive à mieux optimiser notre transport. Si on arrive à mieux optimiser nos transports et à donner de la lisibilité à nos transporteurs en avance, ils peuvent mieux organiser, ils peuvent avoir des coefficients de remplissage meilleurs et mettre une organisation plus en adéquation avec le besoin des clients derrière. Ça a été une réussite. Une réussite avec plusieurs enseignes. Et ça fait maintenant 3-4 ans qu'on a mis en place ça, et ça dure. Et l'avantage, c'est qu'on arrive à perdurer cette organisation. Elle est viable chez certains de nos clients. Donc des dents des flux, ça veut dire quoi? C'est qu'avant, on avait une commande le jour A, jusqu'à midi, en gros, et on devait livrer dans la nuit du A au B. Eh bien, on a pu discuter avec eux et leur montrer que le taux de service n'était pas dégradé. Si on arrivait à recevoir la commande en A-1 en début d'après-midi pour pouvoir organiser notre préparation, arrêter de travailler dans le stress avec nos collaborateurs, ce qui était aussi très important, et pouvoir avoir le même taux de service derrière et la même disponibilité linéaire qui est très importante pour nos clients distributeurs. C'est une refonte totale de l'organisation. C'est une réflexion différente. On parle toujours accélération des flux. Tout le monde nous parle accélération des flux. Il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite. Mais souvent, je dis, il faut laisser le temps au temps. Et quand on laisse le temps au temps, on arrive tous à mieux s'organiser. Et ça permet à toute la chaîne, nos prestataires transporteurs, de s'organiser. Les plateformes de la grande distribution également, parce que ça donne une lisibilité pour organiser les flux derrière. Alain Lefebvre, le transport fluvial, vous êtes, je le rappelle, le directeur des ports de Lille. On va considérer que c'est... Je ne vais pas vous opposer au transport routier, bien évidemment, vous êtes complémentaires tous les deux, mais en termes d'image, on va se dire que c'est une image positive à la fois, mais vous développez vous aussi fortement cette notion de raisonnement et d'action éco-responsable. Oui, tout à fait. Donc nous avons une politique RSE extrêmement forte. Effectivement, nous n'opposons pas les transports intermodaux. Vous parlez du fluvial, mais il y a le ferroviaire également. Au transport routier, on a besoin du transport routier, évidemment. On ne livre pas les grandes surfaces de Ronques, par exemple, en bateau. Donc, à un moment donné, on a toujours besoin d'un transport terrestre, le camion, ou de plus en plus, dans le cas de la distribution urbaine, de vélos assistance électrique, de véhicules électriques, etc. Donc, la logique, le positionnement de base au niveau du maillon transport de la chaîne logistique, c'est évidemment l'alternative de l'intermodalité qui est moins consommatrice d'énergie, surtout sur les longues distances, est un élément extrêmement important. On voit des évolutions très fortes, notamment portées par Norlink Fluvial, dans la modernisation des bateaux moins consommateurs d'énergie, avec des énergies alternatives, au niveau du ferroviaire également. Donc il y a de plus en plus de demandes, nous sommes de plus en plus mis sous pression par les modes alternatifs pour créer chez nous une station multi-énergie accessible aux 3 modes de transport. La route, évidemment, parce qu'il y a un volume d'affaires à atteindre, mais également par rapport aux bateaux,
et par rapport aux locomotives. Mais je pense qu'il faut réfléchir beaucoup plus loin. Il importe de vraiment intégrer l'ensemble de la chaîne. Ce n'est pas uniquement au niveau du mode de transport. Si je prends la chaîne elle-même, il y a également, évidemment, une chaîne qui est un peu plus compliquée que le tout à la route. Il y a évidemment l'impact aussi des engins de manutention, où on voit quand même des évolutions fortes en matière notamment d'électrification des engins. Pour ce qui concerne des activités portuaires, on y est au niveau des portiques. Les portiques, ils peuvent être, ils sont électriques, mais en ce qui concerne ce que l'on appelle les Richtekers, alors pour faire court, c'est les bulldozers pour les conteneurs, si vous voulez. Donc c'est la même mission sur un terminal, sur un quai. Et là, on voit qu'il y a des évolutions fortes pour améliorer le côté green de la chaîne logistique. Donc dans ce cadre-là. On n'y est pas encore pour des conteneurs de 35 tonnes, à les positionner dans une cale à 10 mètres du quai, 3 mètres en dessous du niveau du quai, mais on voit qu'il y a des évolutions, nous les suivons de manière très, très proche, toutes ces évolutions, parce que évidemment le boulot est loin d'être fini, et encore une fois, il ne peut pas s'arrêter au niveau d'une comparaison entre les modes de transport. Mais je pense qu'il faut encore aller encore plus loin. Donc cette réflexion, elle doit être menée depuis la sortie des lignes de production, pour ce qui est le côté industriel, jusqu'à la livraison chez le client. C'est toute la chaîne qu'il faut évaluer. Sur les terminaux, par exemple, c'est pas uniquement changer de mode d'énergie. Nous travaillons sur une application pour diminuer le nombre de déplacements sur les terminaux, par exemple. Le nombre de déplacements des machines, une gestion plus intelligente aussi du positionnement des conteneurs, etc. Donc on travaille sur ce volet-là. On travaille également, parce que dans la chaîne, il n'y a pas que l'industrie, il y a évidemment toute la chaîne logistique. La chaîne logistique avec les entrepôts. Nous travaillons également, pour le moment, on parle de diminuer par exemple au niveau des LED, pour améliorer la consommation d'électricité, mais nous allons plus loin. Nous avons des entrepôts qui ont quelques années, donc ils n'ont pas été construits dans une logique de green logistique. Nous travaillons avec les clients pour améliorer les puits de lumière, non seulement pour changer le type de lampe, mais aussi utiliser moins l'éclairage artificiel, certainement pendant les périodes comme maintenant, donc printemps-été. Et donc, on travaille là-dessus. Et c'est vraiment tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte, et pas uniquement au niveau du déplacement de la marchandise. Et donc, il est clair qu'inscrire l'intermodalité, c'est bien de le dire. Encore une fois, il ne faut pas l'opposer à la route. La route a fait des efforts considérables en matière d'économie d'énergie, de transition énergétique, mais c'est évidemment toute la chaîne au niveau de la manière de chauffer les entrepôts, etc. etc. Et voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous. On voudrait vous entendre aussi sur les thématiques qui ont été abordées là, et peut-être en une petite seconde, en moins de 30 secondes, une présentation de votre entreprise et de ce que vous y faites. Oui, donc bonjour, donc Nicolas Darfeuille. Je travaille effectivement pour TK Blue. TK Blue, c'est une agence de notation qui a développé une plateforme en ligne qui permet à tous les acteurs de la supply chain, donc les transporteurs, les commissionnaires, organisateurs de transport et les chargeurs, de pouvoir mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre, ainsi que leurs externalités négatives. Du coup, par rapport à tout ce que j'ai entendu, que j'ai trouvé très intéressant, l'idée qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est de pouvoir justement aider ces différents acteurs à valoriser l'ensemble des efforts qu'ils entreprennent pour décarboner, diminuer l'impact de gaz à effet de serre de leurs opérations de transport. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque j'entends par exemple M. Bray qui a une partie de ces camions qui sont alimentés au gaz, effectivement aujourd'hui, ça vaut le coup de pouvoir valoriser auprès de ses clients l'impact de mettre un véhicule gaz par rapport à un véhicule diesel, que ce soit aussi bien sur la partie effectivement thermique, donc la consommation d'énergie, que sur le fait effectivement que produire du gaz peut être moins émetteur de carbone que produire du diesel aussi. Donc il faut toujours raisonner, à mon sens,
sur ces deux aspects, l'utilisation de l'énergie et comment cette énergie a été produite. On a aussi beaucoup entendu parler de taux de remplissage. Aujourd'hui, il est effectivement relativement intéressant, par exemple dans le cas du transport routier, de pouvoir valoriser l'augmentation des taux de remplissage. À titre d'exemple, comment est-ce qu'on calcule une émission de gaz à effet de serre? De manière très très simple sur un trajet. On multiplie généralement la distance, donc les kilomètres, par des tonnes. On a des tonnes kilomètres et on va multiplier ces tonnes kilomètres par un indice GES. Ou on prend un indice GES par défaut, issu d'une base de données réglementaire, par exemple un 44 tonnes, diesel, marchandise longue distance, 85 grammes de CO2, puis les tonnes et kilomètres par ce 85 grammes. Ou alors, on peut demander aux prestataires de transport, justement, sur la base de ces tonnages moyens, de ces consommations, de ces taux de trajet à vide, de pouvoir calculer cet indice de gaz à effet de serre. Et là, peut-être que d'être systématiquement à 85 grammes, on sera à 40, 45, 50 grammes. Donc là, ça vaut vraiment le coup de creuser un petit peu plus et d'aller chercher cette information de gaz à effet de serre qui est relativement plus précise et qui, dans la plupart des cas, va valoriser justement les efforts qui sont faits non seulement par les transporteurs, par les commissionnaires, mais également par les chargeurs qui, eux aussi, vont permettre, en faisant justement la détente des flux, de pouvoir augmenter les taux de remplissage de ces véhicules. Au lieu d'avoir un véhicule qui va transporter 10 tonnes, de pouvoir peut-être lui mettre 15 ou 20 tonnes, parce qu'on aura pu le mutualiser justement avec son voisin. Et c'est ça, pour moi, qui aujourd'hui est primordial. Il ne s'agit pas de faire du greenwashing, il s'agit simplement de pouvoir refléter la réalité aujourd'hui de tous les efforts qui sont entrepris par les différents acteurs de la supply chain. Est-ce que ça ne devient pas un peu compliqué quand même de s'organiser, de comprendre un peu comment les choses vont s'articuler quand on a envie de faire de la RSE? Parce qu'il y en a partout, il y a des contraintes, on a entendu Laurent tout à l'heure, ça rigole pas, ça va se muscler encore un peu plus. Est-ce que ça ne devient pas aussi un peu trop contraignant? Alors, ça devient trop contraignant si on ne change rien. Comme je l'ai dit en amont, si on n'essaye pas de changer nos flux, bien sûr qu'on n'y arrivera pas, ou alors on mettra des années à y arriver. Par contre, si on a des réflexions collaboratives sur toute la chaîne, qui va du début jusqu'à la fin, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Et le message que je veux faire passer, c'est celui-là. Ayons une démarche collaborative, prenons en compte toutes les contraintes de chacun, et on pourra caler une organisation qui amènera à l'objectif qu'on s'est tous fixé. L'échange, le partage aussi de l'expérience, votre expérience que vous partagez aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi comme ça qu'on fait avancer les choses? Ah ben bien sûr. Oui, je vous rejoins tout à fait. En fait, la question n'est pas de savoir s'il faut le faire. Il faut se poser la question, que se passe-t-il si on ne le fait pas? Et en tout cas, moi, je me pose cette question-là 50 fois par jour. Quand je dois prendre des décisions, il faut savoir aussi, 60% de nos investissements pour les 5 ans à venir, ce seront des adaptations aux nouvelles réglementations, à ces problèmes-là. Et donc, ça ne ramène pas directement des recettes et des tonnages. Ça, c'est tout à fait clair, mais ça nous permet de pouvoir continuer à travailler. C'est pas négligeable non plus. Et donc, effectivement, quand on est confronté à une décision de ce type-là, on se dit, si je le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est en permanence cette manière de réfléchir qui me guide. Oui, je pense aussi qu'il y a un point et un point unique. Ce que tu ne peux éviter, embrasse-le. Dans le cas d'espèce, on ne peut pas l'éviter. Donc, il n'y a pas d'alternative à y aller et y aller ensemble. Après, c'est peut-être donner une ligne de conduite, accompagner, peut-être plus que sanctionner. Non, ou la sanction, on est obligé de passer par là. Le point de départ d'une démarche green, Ouais. ça peut être très simple. Ça s'appelle un bilan carbone. Vous faites un bilan carbone de vos activités et vous allez mesurer effectivement où est-ce que vous allez pouvoir faire les meilleures économies. Et j'incite tout le monde à le faire. C'est très facile. Et à aujourd'hui, c'est pas effectivement en mettant du gaz, du biocarburant, seulement du taux de remplissage, etc. C'est une démarche globale d'entreprise qui doit être instaurée. Il y a encore un gros travail de communication à faire, je pense aussi. On a encore besoin d'en parler beaucoup. Plus on en parle, plus on avance. Oui, tout à fait. Et donc, nous lançons aussi, c'est un processus ISO 14001 qui nous aide beaucoup dans la structuration de toutes ces approches. On est en plein dedans maintenant et c'est un élément très important aussi chez nous.
Moi, je vois aussi deux éléments qui peuvent permettre d'accélérer. D'une part, les labels, mais pas n'importe quel label. Il y en a un certain nombre. Il y en a évidemment quelques-uns qui vont se détacher. Et puis, deuxièmement, des opérations, comme on dit, démonstratrices, où on essaye, on montre, et puis on avance. Faut mettre la main à la pâte, quoi. La supply chain est comment par rapport à d'autres professions en matière d'organisation de RSE? Comment on peut se situer? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience ou il y a encore un peu de boulot à faire? Alors, on parlait tout à l'heure de France Supply Chain, qui est une autre association qui regroupe aussi beaucoup de logisticiens. Elle considère que c'est grâce au supply chain management que les appareils productifs vont devenir plus green, pour tout un tas de raisons. Les appros, les expéditions, les circuits internes. C'est que là, il y a un challenge qui est son challenge principal. Donc voilà, si la supply chain ne prend pas toute sa part, eh ben, quelque part, on n'arrivera pas à mettre en œuvre comme on doit mettre en œuvre. Je trouve qu'on a effectivement beaucoup parlé de décarbonation aujourd'hui. Laurent l'avait cité dans la taxonomie, ne pas oublier les autres externalités. Aujourd'hui, on parle beaucoup de congestion, de pollution. Pollution qui est de plus en plus importante, notamment dans le cadre des livraisons urbaines. Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ça vaut le coup de ne pas systématiquement être uniquement focalisé sur le carbone, mais également sur les autres aspects liés à la pollution et à la congestion notamment. Et effectivement, que ce soit le fluvial, le ferroviaire, participe à diminuer cette congestion. Le vélo permet de diminuer non seulement les émissions de gaz à effet de serre, mais également surtout la pollution. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'ouverture aux autres externalités qui me paraissait également intéressante de rajouter aujourd'hui, quand on parle de RSE global. Eh ben écoutez, merci. Merci en tous les cas à vous 5 d'avoir été avec nous. On aurait pu passer la journée entière sur ce thème. Merci, on vous applaudit bien fort. Merci pour cette intervention combien intéressante sur l'ambition Green Supply Chain et RSE dans les Hauts-de-France.